Bonjour, bienvenue au château de Boredon. Saviez-vous que ce lieu a un passé lourd en aventure ? En effet, le château primitif a été édifié au XIIe siècle, en pleine période romane, et a été dévasté par les Anglais en 1373. Par la suite, il a été détruit, reconstruit à de nombreuses reprises. En 1390, par exemple, Hugues de la Roche, seigneur de Tournoel, autorise Géraud III d'Acbert, dit le Camus, chevalier et seigneur de Boredon, à rebâtir le château. Au XVIe siècle, le seigneur améliore le confort de son intérieur, tant et si bien qu'il excite la jalousie des Tournoel, qui saccagent les lieux en 1590. De cette reconstruction sont encore visibles les portes, des arcs en ogive, quelques voûtes, un fragment d'escalier à vis, ainsi que la tour visible au nord-est de la parcelle. S'ensuivent d'autres destructions et pillages, illustrant la mésentente entre les seigneurs successifs de Boredon et de Tournoel, qui dureront au moins jusqu'au début du XVIIIe siècle. En 1784, Jean-François Valette commande des travaux auprès de l'architecte riaumois Attiré de Manneville pour faire du château une demeure de plaisance dans le goût italien. Le jardin à la française dans le style de Le Nôtre, réalisé à la même époque. Le dernier des Valettes de Boredon décède en 1826. Le château ainsi que ses dépendances reviennent au docteur Conchon. En 1905, le domaine est légué à la commune de Volvic, qui y installe un hospice, puis une maison de retraite. Entre 1985 et 1987, des travaux sont effectués pour en faire un musée, en présence de l'artiste Marcel Sahu, donateur des collections. Les présentations étant faites, toute l'équipe du musée espère que vous passerez un agréable moment et vous souhaite une bonne visite. Marcel Sahu, artiste mais également collectionneur, a fait don de ses œuvres à la ville de Volvic, à charge pour elle de constituer un musée pouvant les accueillir dans un bâtiment entièrement en pierre de Volvic. Dans les années 1940, Marcel Sahu ne cesse de s'investir dans la vie culturelle. Il anime et fait partie de groupes réunissant différentes disciplines artistiques. Ses rencontres avec les artistes et son amour pour l'art sous toutes ses formes le conduisent à constituer une collection d'œuvres et d'objets d'art datant des 19e et 20e siècles, mais aussi des objets d'art extra-européens. Nous sommes ici à l'étage du musée, dans une pièce dédiée aux arts picturaux et arts graphiques entre les 16e et 19e siècles. Ces œuvres ont été collectionnées par Marcel Sahu et ont été pour lui, dans le cadre de ses créations personnelles, source d'une grande inspiration. Ainsi, nous trouvons des œuvres du peintre Ravier, par exemple. Peintre dont les recherches portaient sur la couleur, la fugacité du temps et des sensations. Il est proche des impressionnistes. Vous trouverez également des réalisations de l'école de Barbizon, avec Rousseau, par exemple. Un espace dédié au paysage aussi, d'autres dédiés plutôt aux scènes de genre. La salle se divise en deux. Merci. Notons peut-être l'œuvre majeure de notre musée, le Saint-Georges terrassant le dragon. Il nous fait penser au Paolo Uccello conservé au musée Jacques Marandré à Paris. Le Saint-Georges terrassant le dragon est un thème récurrent de la Renaissance. Ici, il s'agit d'une production italienne du XVIe siècle et témoigne de la richesse de nos collections. Vous trouverez aussi un dessin de Rodin, nous montrant ses études de nu féminin, son attrait pour la représentation féminine. Nous en avons d'autres en réserve. Une gravure de Jonquind, d'autres de Maximilien Luce. Un moulage aussi vous permettra de mieux voir, mais aussi de toucher le monstre de Boredon, une sculpture qui se situe en clé de voûte pendante sur le palier du premier étage du musée. Ces collections donc caractérisent le regard de notre collectionneur Marcel Sahu et témoignent de son œil averti. Le dernier espace de cette salle ouvre sur les collections du XXe siècle de Marcel Sahu. Mais ça, c'est pour un autre épisode. Caricaturiste de renom, la production de Daumier couvre les actualités politiques françaises et parisiennes depuis les années 1830 jusqu'en 1865. Nous suivons sa production comme un témoignage de la vie quotidienne des Français en ce siècle de troubles politiques. Il transmet ses critiques par la caricature et ce, au moyen d'une technique nouvelle qui inonde la presse. Il s'agit de la lithographie.
Lucide et inébranlable dans ses convictions républicaines, Honoré Daumier représente un peuple malheureux sous un régime politique dont les répressions sont souvent très fortes. Ses lithographies satiriques font sourire, mais demeurent pour autant de vraies positions face au régime alors en place. Diffusé par les journaux d'opposition, dont le Charivari par exemple, Daumier devient le symbole de la liberté d'expression par le dessin. Publiées quotidiennement, ce sont des centaines de lithographies qui furent créées par l'artiste, représentant de très nombreuses scènes regroupées par thème. S'il présente la vie quotidienne des Parisiens au XIXe siècle dans son lot de turpitudes, rares sont les études représentant le regard d'Honoré Daumier sur la ville qui accueille alors tous ces changements, Paris. Souvent suggéré néanmoins en arrière-plan, nous voyons évoluer la ville de Paris tout au long de la carrière d'Honoré Daumier. Au Paris gris et tassé avec ses maisons longilignes, succède un Paris aux places et quais dégagés. L'insalubrité des eaux et des rues se voit progressivement traitée. La ville congestionnée laisse place à une ville novatrice, avec des gares ferroviaires et omnibus. La pratique des espaces apparaît également par traces, comme un témoignage. Affiches placardées au mur, mobilier urbain, espaces verts, sont tout autant d'indices nous laissant entrevoir un ancien Paris constitué de faubourgs, puis un Paris nouveau lié aux interventions du baron Haussmann. Dans cette exposition, différentes séquences ont été prévues. Vous verrez les transports qui façonnent l'image de la ville, mais aussi l'insalubrité, l'insécurité. Les grandes manifestations du XIXe siècle qui ont changé la perception et l'échelle de la ville de Paris, les expositions universelles. Mais on n'oublie pas d'évoquer les changements de population avec la création des boulevards haussmanniens, la gentrification de ce centre-ville qui déloge des centaines de Parisiens. Il y a également l'apparition de nouveaux types de logements, de nouvelles lois relatives aux habitats ou encore un nouveau mobilier urbain qui apparaît.